Bienvenue effectivement au nom de la PAF à tous les participants à ce webinaire et bienvenue à tous la bonne centaine de participants qui nous écoutent aujourd'hui, à tous ceux qui nous verront en différé. L'Académie de la finance participative est une fondation sous statut juridique d'une association qui a été créée en 2017 avec l'objectif principal d'appuyer le développement des banques participatives naissantes et des futurs acteurs de la finance participative, que ce soit dans le marché des capitaux ou dans l'assurance Takaful, pour une meilleure performance et un meilleur contact et une meilleure synergie avec la demande. Et la demande pour nous est très importante. Elle oriente fortement notre action puisque nous savons tous que sans une demande avertie et donc affinitaire, mais aussi volontariste, le secteur ne pourra pas se développer. Et l'outil principal que nous avons entrepris de développer pour traiter ou pour servir la demande de la finance participative, c'est l'éducation financière. Banque El Maghreb, comme vous le savez, a une fondation d'éducation financière qui, pour le quinquennat actuel qui va se terminer en 2023, ne traite pas de la finance participative. Et donc, en bonne concertation avec Banque El Maghreb et avec un certain nombre d'acteurs de la place, nous sommes engagés de faire de l'éducation financière dans le but d'améliorer l'inclusion financière de ce secteur, que ce soit la banque aujourd'hui ou l'assurance Takaful un peu plus tard, en sachant que les taux de pénétration de la finance de manière générale au Maroc sont très faibles et ceux de la finance participative encore plus puisqu'elle est naissante. Alors, les éléments que nous, ou disons les pistes que nous suivons et les outils que nous employons sont les conférences de sensibilisation comme celle-ci, tout à fait dans l'objectif de ce que je disais, dans la perspective de ce que je disais tout à l'heure, la publication d'ouvrages, la publication de livrets, la publication de clips vidéo, tous dans le sens de la sensibilisation de la population active, qu'ils soient des particuliers ou des professionnels ou des entreprises, à adhérer au système de la finance participative. Nous savons tous que la finance participative est en complémentarité avec la finance conventionnelle. Ceci dit, elle est affinitaire, elle répond et elle appelle un certain nombre de gens qui ont des convictions religieuses, des convictions éthiques. Et nous voulons que cette population s'élargisse bien sûr, mais qu'elle soit déjà convaincue de passer à l'acte. Nous avons aujourd'hui un constat, c'est que beaucoup, et on va le voir quand on va traiter des dépôts particulièrement, un grand nombre d'acteurs convaincus pour leur vie, disons, générale et globale des principes de la charia, mais quand il s'agit de finances, ils hésitent encore, ils se cherchent, et notre rôle, c'est de leur expliquer et de façon tout à fait détachée, désintéressée, puisque nous sommes une association, une fondation à but non lucratif, que c'est le moment de venir à cette finance participative parce qu'elle offre à notre connaissance toutes les caractéristiques, et surtout 3 ans après leur création, toutes les caractéristiques d'une banque universelle, d'une banque au quotidien, avant d'être une banque de financement, c'est-à-dire simplement une banque à laquelle ils vont s'adresser uniquement pour le financement. Donc voilà ce que fait l'Académie. Elle collabore bien entendu avec l'ensemble des banques et des institutions de la place, ainsi qu'avec les autres acteurs de l'écosystème. Et avec ta permission, Selma, donc j'enchaîne sur le premier point, ou est-ce que tu as une autre articulation à présenter au public? Non, vous pouvez enchaîner. Très bien. Pas de souci. Alors, l'objectif de ce webinaire que nous avons donc co-organisé, que nous co-organisons avec Finéopolis, et j'aimerais remercier Finéopolis en la personne de mon cher ami Sissami Souleymani et en la personne du directeur de l'Institut Mohamed Al-Alami pour cette synergie tout à fait positive. Nous avions l'intention de nous adresser au public par les temps qui courent, avec la particularité de la fin du Covid, j'espère, restons optimistes. Et puis, Finéopolis a publié de manière tout à fait opportune,
tout à fait bien ciblée, une analyse basée sur les chiffres de Banque al-Maghreb et des publications des banques participatives qui aide beaucoup à atteindre cet objectif, qui est la sensibilisation de notre public à la chose participative, à la finance et à la banque participative, avec des chiffres tout à fait clairs, tout à fait édifiants et tout à fait parlants. Donc, si on veut aborder les réalisations de ces banques après 3 années d'activité, c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020, nous allons les aborder, à mon sens, à travers trois postes principalement et une conclusion. Premier poste, c'est les emplois. À quoi elles emploient leurs ressources. Le second, et je l'ai placé en deuxième position parce que je voudrais qu'on insiste dessus, c'est les ressources de ces banques. Quels sont les chiffres qui ont été réalisés pendant cette période. Le troisième point, c'est les résultats. Et puis, en quatrième point, quels sont les écueils auxquels font face ces banques actuellement. Alors, pour ne pas être long, je vais citer un certain nombre de chiffres qu'il faut suivre. Moi, j'ai un tableau devant moi, vous ne l'avez pas, mais bon, suivez-moi sur le plan de l'analyse. Commençons par les financements. Les financements qui ont été accordés en septembre 2020. Alors, à tout malheur, quelque chose est bon. Mon ami Samy s'excusait tout à l'heure du report, mais finalement, ce que ce report a apporté, c'est les chiffres de septembre 2020. Et dans certains cas, ceux d'octobre même 2020, dans les statistiques monétaires de Banque al-Maghreb. Donc, on sait qu'en septembre 2020, les financements qui ont été octroyés ont atteint les 8 milliards 56 contre 7,7 en juin 2020 et seulement 6,52 milliards en décembre 2019. Alors, cela fait une progression de 31% en 9 mois et les pourcentages sont très parlants. Et en variation annuelle, c'est-à-dire de septembre dernier à septembre de cette année, 53% d'évolution. Si on compare au secteur conventionnel, pendant la même période, la variation annuelle n'est que de 2,9%. Alors, comparons 53% pour le secteur participatif à 2,9% pour le conventionnel. Bon, bien entendu, vous me direz que représente le montant des financements du participatif par rapport au national? Très peu. Il représente 0,9% puisque à l'échelle nationale, nous en sommes à 950 milliards de développement. C'est un secteur qui a 60 ans d'âge et tout l'appui des structures existantes. Mais comme début, avouons que les 53% de glissement annuel sont tout à fait remarquables. Si on prend les financements hors marge, puisque c'est ce qui est comparable au crédit, vous savez que les crédits bancaires, c'est le montant accordé, et donc c'est le financement hors marge lui correspond, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, 30% d'évolution en 9 mois et 51% de variation annuelle. Ça pourrait vouloir dire que les marges se sont un petit peu amenuisées puisque les financements marge comprise, les financements avec marge sont de 51%, ont évolué en variation annuelle 51%, alors que les financements hors marge, c'est-à-dire le principal, si j'ose dire, des financements, a évolué de 53%. Ça pourrait vouloir dire que les marges se sont un petit peu amenuisées, mais c'est très, très, très faible. Alors, comme on le sait tous, la part de la Murabaha immobilière est très forte, encore très forte, encore trop forte. En décembre 2019, elle était de 89%. Elle s'est un petit peu rétrécie à 88%. Aujourd'hui, en septembre, elle est à 87%. Et la progression a été aussi en variation annuelle de 48%, c'est-à-dire au-delà de toutes les attentes disons, des autorités et des promoteurs. La Murabaha équipement, qui est le pendant, fait sa timide apparition, timide pas à cause du marché, à cause de la réglementation qui est intervenue très tard. Et en variation annuelle, elle a fait un bond extraordinaire qui est de 623% d'augmentation. Bon, bien entendu, il n'est pas significatif parce que ça joue sur de tout petits montants.
Mais le principal défi, on y reviendra peut-être dans la discussion, c'est qu'aujourd'hui, il faut restructurer un petit peu tout cela en faveur de la Murabaha équipement versus Murabaha immobilière et en faveur des autres financements de dette, c'est-à-dire l'Ijara et Salam, qui sont des produits tout à fait puissants, versus Murabaha toute simple. Alors maintenant, les banques, depuis quelques mois seulement, sont outillées pour élargir un petit peu. Elles seront peut-être outillées davantage dans quelques mois pour élargir encore davantage en touchant les produits de participation. Les produits de dette pour notre public sont les produits dans lesquels la banque finance et installe un échéancier de dette fixe, figé, principal et marge de profit. Les produits de participation sont ceux, Musharaka et Mudaraba bien entendu, par lesquels elle concourt, elle prend un risque et partage les profits et les pertes avec l'investisseur, avec son client. Ça viendra, j'y crois et je milite particulièrement pour ça. Donc voilà un panorama des emplois. Bon, tout ça c'est très bien, ce sont de beaux chiffres. C'est un peu moins reluisant par rapport aux dépôts. Quand on voit les ressources des banques, et c'est le second point, les dépôts à vue, certes, ont beaucoup augmenté. Ils n'étaient que de 2,6 milliards en décembre. En juin, ils sont passés à 2,9 milliards. En septembre, ils sont à 3,4 milliards et un petit peu plus en octobre. Ça dénote d'une progression de 11% en 6 mois, de 23% en 9 mois et en glissement annuel, c'est quand même 47%. Très encourageant. Alors que le conventionnel n'a progressé que de 5,9%. Donc, imaginez un secteur qui véritablement se développe, bien que, en matière de dépôt, là encore, le secteur participatif ne représente que très très peu, 0,01% de la masse, mais peut-être que la comparaison est encore trop précoce. Il faut attendre quand même l'âge de maturité qui est de 10 à 15 ans avant d'en parler. Et encore une fois, la progression est très encourageante. Alors, les dépôts d'investissement qui ne contribuaient pour pratiquement rien en décembre 2019, c'était seulement 350 millions, sont quand même passés rapidement à 700 millions de dirhams, un taux de progression énorme, 97% en 9 mois. Et les banques, bien entendu, ont cherché, au-delà de ces dépôts à vue et de ces dépôts d'investissement, à trouver les ressources nécessaires pour faire face à tous ces financements. Vous avez constaté que les financements ont fait un bond remarquable alors que les dépôts à vue et les dépôts à investissement n'ont pas suivi. Et donc, le complément, c'était, outre le capital, parce qu'elles ont épuisé toutes les limites réglementaires de Banque al-Maghreb prudentielle en utilisant leur capital, elles ne peuvent pas aller au-delà, eh bien, elles ont fait appel, grâce à la flexibilité du Majlis al-Ilmi al-A'la, al-Lajna al-Shar'iyya al-Maliyya al-Tasharukiya, et à une proposition bien heureuse d'un des acteurs du secteur. Ils ont imaginé l'Wakala bil-Istithmar, qui a permis à ces banques d'améliorer ses ressources en ayant recours à des montants liquides, des maisons mères, ouverts également à d'autres institutions financières, par lesquelles les banques participatives emploient ces fonds et, disons, répercutent une partie des bénéfices et des profits et des revenus de ces emplois vers la maison mère pour une durée limitée et à des taux qui au départ étaient assez élevés. Et puis lorsque Banque al-Maghreb a cherché à aligner le secteur participatif sur le secteur conventionnel, elle a demandé à ces banques de ne pas dépasser le taux directeur en rémunération, puisqu'elle-même refinance à cette hauteur-là qui est de 1,5%. Bon, cette Wakala bil-Istithmar a commencé en décembre à 2,78 millions, à 2,78 milliards de dirhams. Elle a progressé à 3,3 et je crois qu'elle ne progresse plus. Elle asymptote un petit peu parce que bon, il y a tout de même une limite. Mais en tout cas, c'est le complément nécessaire aux ressources des banques pour pouvoir faire face à leurs dépôts. Voyons les résultats maintenant. Alors, en termes de bilan, bien entendu, la progression est intéressante. De 12 milliards en décembre 2019, nous sommes passés en septembre à 15,3 milliards, ce qui fait une évolution de 11% en 6 mois.
Les chiffres ne sont pas encore publiés pour qu'on sache quel est le montant en septembre. En termes de PNB, malheureusement, le Covid est passé par là et de 200 millions de PNB en décembre, on a réalisé seulement 140 millions en juin 2020, ce qui fait qu'un recul. Ça veut dire ça, mesdames et messieurs qui nous regardez, que les banques vous financent, que les banques prennent vos dépôts, rémunèrent vos dépôts, mais elles ne gagnent pas encore d'argent. Tout simplement parce que leur ressource est chère et leur ressource n'est pas gratuite, comme c'est le cas pour les banques conventionnelles. La majorité des ressources des banques participatives sont des ressources gratuites, des dépôts à vue. Et même les DAT, les dépôts à terme qu'elles donnent, elles les donnent à 1,5. Alors qu'aujourd'hui, on va le voir, les banques participatives explosent le compteur des bénéfices et des parts de profit qu'elles donnent à leurs déposants investissement jusqu'à arriver à 3,8 pour les meilleurs. Donc, il est normal qu'en termes de PNB, le PNB, c'est le produit bancaire, net bancaire, le produit net bancaire, c'est-à-dire un peu le résultat d'exploitation, qu'il souffre un petit peu. Le résultat net est encore plus, disons, difficile que cela. C'était moins 420 millions pour le secteur en décembre. Il s'est un petit peu amélioré, on est à 180 millions. Ça veut dire que les débuts sont véritablement difficiles. Mais ça, c'est normal. Ce n'est pas un signe de fatigue, ce n'est pas un signe de désapprobation du marché vis-à-vis du produit. C'est tout simplement le signe du courage de l'investisseur qui doit attendre quelques années avant de trouver ses repères et trouver les références de son business plan initial. Bon, toujours en termes de résultats, alors il y a un chiffre qui est bien entendu inquiétant, mais encore une fois, ce sont les débuts, c'est le coefficient d'exploitation. Qu'est-ce que c'est que le coefficient d'exploitation? C'est le rapport entre les charges et le PNB. En décembre 2019, ce coefficient est de 303%. Il s'est amélioré grâce disons, à la progression des banques et à leur maîtrise de leurs coûts et de leurs charges. C'est amélioré à 224%. Ça veut dire qu'une banque participative doit dépenser 3 dirhams pour dégager 1 dirham de résultat. Alors que dans le secteur conventionnel, il est de 53%. On dépense un demi-dirham pour dégager 1 dirham de résultat. Et ça, c'est pénalisant les premières années. Ça ne veut pas dire encore que c'est mauvais. En tout cas, ce n'est pas mauvais pour les déposants, puisque les déposants sont servis exactement comme il faut et les clients qui prennent des financements aussi. C'est un petit peu challenging, défiant pour les banques. Alors, en termes de compte, l'évolution est intéressante. 36% d'augmentation en glissement annuel. On est déjà à 107 000 comptes ouverts. En termes d'agence, la progression est un peu moins spectaculaire, 16% en glissement annuel. On est à 149 agences en septembre. Alors, c'est que les agences coûtent cher et elles sont plus difficiles à faire progresser que les comptes. Et je sais que les efforts commerciaux de toutes les banques maintenant portent sur les comptes, portent sur les dépôts à vue, sur les dépôts d'investissement. Et c'est véritablement là où le bas blesse. Dans d'autres pays, les banques islamiques ne connaissent pas du tout cette situation-là. Elles connaissent parfois, dans certains cas, la situation inverse, c'est-à-dire une situation où les clients accourent pour déposer leur argent et essayer d'obtenir un petit 2,5% au moins pour couvrir leurs zakat et ne demandent pas trop de financement. C'est peut-être lié à la situation économique de ces pays. Au Maroc, on assiste à l'inverse. La population, la majorité de la population, est encore en retrait par rapport à la vision correcte, réelle de la banque au quotidien et de la banque universelle. La majorité des gens croient qu'on ne va venir à cette banque participative que lorsqu'on va demander un financement. Alors que notre argent, notre salaire, notre épargne est dans un compte conventionnel. Beaucoup de personnes qui nous écoutent, et celles qui ne nous écoutent pas peut-être encore plus, sont dans cette situation. Avec le leur, ils vivent dans un leurre, une erreur, une distorsion dans leur esprit, en pensant que si leur argent est dans le système conventionnel et qu'ils ne prennent aucun intérêt dessus, ils sont en conformité avec leurs principes et leurs convictions.
Certains même, je l'ai appris et je le sais, déposent leur argent en DAT, prennent cet argent et le donnent pour la charité. Tout ceci est contraire à la vision chariatique. Vous pouvez en être certain, on s'est renseigné, tout le monde le sait. Si votre argent est déposé dans les banques conventionnelles et que vous ne prenez pas d'intérêt dessus, cet argent est utilisé pour des prêts à intérêt. Il est utilisé pour alimenter une machine qui fonctionne selon le principe des intérêts qui, lui, n'est pas conforme à la charia. Donc, véritablement, c'est un appel, en lisant ces chiffres, à ce que les dépôts puissent aider les banques à améliorer leurs marges et donc avoir une meilleure rentabilité, donc une plus grande pérennité à l'avantage des déposants. Je crois que le message ne peut pas être plus clair. Et ce qui traduit ça en chiffres, c'est le fameux ratio de transformation. Le ratio de transformation des banques participatives était en décembre 2019 à 263%. Il s'est détérioré en passant à 277% en juin et il est de 335 en septembre-décembre. Ça veut dire que les dépôts continuent une gentille et petite amélioration alors que les financements marchent très bien. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on utilise l'argent, on utilise le capital, mais je vous ai expliqué qu'on ne peut plus l'utiliser. On utilise la wakala bil istithmar et on va compter davantage sur les dépôts d'investissement. Vous allez voir tout à l'heure qu'un des deux grands acteurs a mis un paquet énorme sur les dépôts d'investissement et rafle toute la mise en dépôt d'investissement. C'est très bien, mais ça lui coûte très cher. Et donc, ça, en comparaison avec le secteur conventionnel, ce n'est pas véritablement viable. Le ratio de transformation du secteur conventionnel, vous savez combien il est? Il est de 106%. Ça veut dire que on est pratiquement proche de la situation de surliquidité qui est en dessous de 100%. Alors que dans le secteur participatif, on est à 335%. Donc voilà l'essentiel des chiffres. On a essayé de les faire parler un petit peu comment les interpréter et les comprendre. Maintenant, les écueils, et c'est la dernière partie. À cause de la faiblesse des dépôts, le ratio de transformation n'est pas en faveur de ces banques et il faut absolument qu'ils s'améliorent et qu'ils se rapprochent un petit peu de la situation universelle et de la situation des banques conventionnelles. Deuxième point, les banques se confrontent à deux risques majeurs qui sont des créances en souffrance et elles tendent à augmenter avec la situation économique et avec les risques de décès et invalidité causés par le Covid. Tout cela en l'absence d'une couverture takaful. Donc, c'est effectivement un risque. Le ratio d'efficacité, nous en avons parlé. La cherté des ressources, nous en avons parlé, parce qu'elles sont de plus en plus constituées de wakala bil istithmar, de capital et de dépôts d'investissement qui sont en croissance, ce qui est une bonne chose, mais ça a un coût. Il y a également une autre problématique qui est celle du mismatching, la non-correspondance, des maturités entre les emplois qui sont encore trop concentrés sur l'immobilier. Vous avez entendu 88%, ça s'améliore un peu, mais c'est encore trop concentré. Et d'autre part, des ressources qui, elles, sont de courte durée, puisque le meilleur des dépôts d'investissement, d'abord les banques, des dépôts d'investissement à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Donc, le mismatching est très clair. C'est aussi un défi que les banques sont en train courageusement de relever. La quasi-absence de sources de refinancement, les soukouk. Bon, le soukouk souverain a été émis une seule fois, puis après, il a été utilisé comme placement au minimum obligatoire par la Banque de Maghreb, et puis après, plus rien, on n'aurait plus rien vu. Pas de marché interbancaire possible. Et puis, dernier point, difficulté à lancer avec la force qu'il faut des produits et des services à l'international. Alors que les banques conventionnelles l'ont depuis longtemps, tout ce qui est produit à l'import-export, les transferts internationaux ou d'autres services à l'entreprise, les cautions des marchés publics. Quand je dis difficulté à lancer avec force, certains ont osé et c'est très bien, il faut les encourager parce que c'est ça qui va attirer le corporate, c'est-à-dire les entreprises. Aujourd'hui, la majorité des clients sont encore des particuliers. Il faut aussi s'orienter vers les corporates. Quand on passe à l'analyse, à la répartition, à l'analyse de ce marché en répartition des dépôts et des placements entre les opérateurs. Bien entendu, nous sommes dans un webinaire où nous avons convenu de ne citer aucun nom d'opérateur, mais il faut tout de même analyser le marché
et analyser la concurrence. Donc, j'ai emprunté un modèle un peu discret, mais vous comprendrez tous. En termes de dépôt d'abord, de dépôt à vue, les deux premiers acteurs de la place totalisent 68,3% du marché, avec un écart de 1,10 pour le premier. C'est-à-dire le premier dépasse de 10% le second. Donc, véritablement, le second est le talonne, et à eux deux, ils sont à près de 70% du marché. Alors, en termes de dépôt d'investissement, les deux premiers acteurs totalisent 77% du marché, mais avec un écart inversé, qui est de 10,5 pour le second. Le second dépasse de 10 fois le premier en termes de dépôt en globalité. Bon, bien entendu, ça joue sur de petits montants, mais ça montre l'agressivité de cet acteur qui a fait ce choix donc, qui ne peut plus compter ni sur son capital parce qu'il l'a augmenté déjà 2-3 fois, ni sur les wakal, les sitma. Alors il se dit, hop, je vais rafler la mise en matière de dépôt d'investissement. Voyons en termes de financement, les deux premiers acteurs de la place totalisent 58,8, disons 59% du marché, avec un écart de 1,50 pour le premier. Le premier dépasse de 50% de plus le second. Maintenant, le reste de la part des marchés, il est réparti entre les 6 autres acteurs. Et ces 6 autres acteurs représentent une part moyenne de 6,8% pour chacun. Comme si chacun d'eux, en moyenne, avait 6,8%. Alors, bien entendu, il faut calculer la médiane, je l'ai calculé, et les de 5,4%, ça montre qu'effectivement, il n'y a pas trop d'écart entre les 6 autres. Et en dépôt, la part moyenne est de 5,8%, 5,2%, alors que la médiane est de 5,1%. Ça veut dire quoi? C'est le propre de la situation oligopolistique. C'est une situation de marché oligopolistique qui est en train de naître. Vous savez tous que le régulateur Banque al-Maghreb, en acceptant 8 agréments en 2016, il avait voulu justement une atomisation du marché et donner sa chance à tout le monde. Assez vite, en 3 ans, la situation est devenue oligopolistique et en la comparant aux banques conventionnelles, c'est strictement l'opposé. Au Maroc, nous avons, disons, 13 banques qui n'ont pas ces écarts entre elles en termes de dépôt et en termes de financement. Il n'y a pas de situation d'oligopole. Donc, il y a de grandes banques, certes, mais elles sont au coude à coude en permanence. Alors, nous sommes en train de voir se créer dans ce secteur naissant une situation oligopolistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, les rendements d'échelle des grandes banques sont tellement importants, tellement grands, que pour le secteur et pour l'économie dans son ensemble, il est plus rentable que l'on s'oriente vers une situation oligopolistique. C'est-à-dire que, vous allez comprendre quand on répondra à pourquoi. La raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce fameux ratio du coefficient d'exploitation ou du coefficient d'efficience, du fait que chaque banque se doit obligatoirement d'atteindre un niveau de charge d'exploitation minimale, compte tenu, de la réglementation de Banque Maghreb, parce qu'il faut un organigramme minimal pour assurer toutes les fonctions demandées par Banque Maghreb, compte tenu de la technicité du métier, qui demande un système informatique extrêmement coûteux et donc des outils et un personnel qualifié qui coûte cher. Donc, il y a des coûts incompressibles et ces coûts grèvent le PNB. Donc, il y aura trop de petits acteurs à l'avenir qui sont tous alourdis par leurs charges pour produire chacun un PNB limité. Donc, le PNB est ce qu'il est, mais les charges, elles sont pénalisantes. En conclusion, quelle que soit la politique qui va être adoptée par l'un des petits acteurs, elle va dépendre pour une petite proportion du comportement du marché, et c'est le rôle du département marketing et des commerciaux, mais pour une grande proportion de la décision des gros acteurs. Et c'est ce qui produit, selon les économistes, ce qu'on appelle les externalités négatives sur les autres acteurs. Alors maintenant, pour conclure sur une note positive, il y a un autre indicateur qui montre que la variable importante de la montée en activité pour ces acteurs moyens et ces petits acteurs est la capillarité, c'est-à-dire le nombre d'agences qu'elles ont. Parce que les gros, ils sont gros parce que, notamment, c'est parce qu'ils travaillent bien, c'est parce qu'ils
Ils ont véritablement accéléré, mis les moyens financiers qu'il faut, mais c'est corollaire à leur nombre d'agences. Parce que la moyenne des dépôts par agence, des petits et des moyens acteurs, est sensiblement proche de celle des grands. D'abord, on compare une petite et une moyenne banque qui a 16 millions de dirhams par an par agence, ou là 17 millions, contre seulement 24 pour les plus gros. Donc, ce n'est pas du simple au double. Ça veut dire que si on multiplie les agences, si on adopte une politique de croissance, il y a des chances que parmi les 6 suiveurs, moyens et petits, il y ait un rééquilibrage de cette situation. Alors, cette situation, en quoi elle peut nuire, puisque vous savez que la PAF est là pour défendre un peu et servir la demande, en quoi elle pourrait nuire à la demande et aux clients? Ils seront mieux servis, ils seront bien servis. La crainte qu'il y a, c'est qu'il y ait moins de concurrence, moins de compétitivité sur les prix. Et là encore, c'est une crainte très limitée parce que Banque al-Maghreb est là, elle veille sur le secteur. Je pense que finalement, le client, qu'il soit particulier, professionnel ou entreprise, continuera à être bien servi. Araucan, il tire le secteur qui se développe très bien, selon les chiffres que je vous ai donnés, selon les témoignages internationaux même. Récemment, il y a juste une semaine, la Banque islamique de développement à Jeddah a produit un rapport dans lequel elle annonce le développement très encourageant de la banque islamique dans le monde, des banques islamiques dans le monde qui sont déjà 526 et qui vont passer de 2,8 trillions de dollars bientôt à 3,7 trillions de dollars. Et au passage, elle salue le développement de la banque participative au Maroc. Elle encourage ce développement, elle annonce qu'il a réalisé les meilleurs taux de progression des banques islamiques dans le monde. Et je vais conclure sur cette note positive pour féliciter tous les acteurs et féliciter aussi tous les déposants, les clients des banques participatives qui ont cru en ce secteur et qui sont en train de contribuer à sa réussite. Shukran lakoum, assalamu alaikum wa rahmatullah.